bonjour Lynn Renaud, merci beaucoup en tout cas d'être venue comme ça en live pour parler de votre livre en toute confidence pour Le Furet du Nord et la librairie de Citre. Alors, c'est un livre de souvenirs plus qu'une autobiographie, dans le sens où vous ne racontez pas votre vie de A à Z, mais vous laissez venir vos souvenirs au gré de discussions avec Bernard Stora qui a écrit le livre avec vous, au gré de vos inspirations. Oui, c'est surtout des confidences et des choses qui me sont arrivées, dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent, et des anecdotes, c'est souvent drôle, et puis en tout cas, tout est vrai. Oui, d'ailleurs, vous dites à un moment donné, vous ne savez pas tricher, vous ne savez pas mentir. Donc, et pourtant, bon, c'est une question qu'on vous pose beaucoup. Vous commencez dans l'introduction par votre AVC survenu il y a 2 ans, qui avait été passé pour un accident de jardinage. Oui. Et donc, vous en parlez assez longuement dans l'introduction. Et votre hospitalisation est en fait le fil conducteur de votre livre, puisque le chapitre commence par vous à l'hôpital, vos rapports avec votre mal et avec notamment les infirmiers et les infirmières. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette structure? Je suis pas à l'aise avec un mensonge. Or, autour de moi, quand j'ai fait cet AVC, on disait, tout le monde était d'accord pour que je ne dise pas AVC. Donc, je n'ai pas dit AVC, mais je me sentais pas bien avec ce mensonge. Alors, j'ai écrit le livre et j'ai raconté mon AVC. Et pour dire, après tout, l'AVC, c'est bien d'en parler parce que ça peut donner du courage aux autres personnes à qui ça arrive. On s'en sort. On peut s'en sortir. Donc, c'est ce que je voulais raconter. D'abord, commencer par la vérité. Mmh. Et vous racontez exactement comment ça s'est passé et notamment que c'est grâce à votre chien pirate que... Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Mon chien pirate qui dort avec moi. Et ce matin-là, quand on est venu le chercher, celle qui s'occupe de moi est venue appeler pirate et il n'est pas parti. Il est resté. Et alors, comme il restait dans mon lit, il dort avec moi, la dame qui venait me chercher est entrée dans la chambre. Et là, il m'a trouvé par terre et j'ai dit, Jacinthe, appelez le SAMU. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et donc, après, Claude Chirac, quand je me suis réveillée, j'avais Claude Chirac à mes côtés et Muriel Robin. Et toutes les deux m'ont dit, Lynn, tu as fait un tout petit AVC. Voilà. Alors donc, j'avais pas de problème avec cet AVC. 6 jours après, j'étais à la maison, j'aurais pu être à la maison. Mais pendant l'AVC, je me suis cassé la cheville. Je ne sais pas comment, parce que ma jambe était sous mon sommier, parce que j'ai tellement essayé de me lever. Alors ma jambe était sous le sommier. À ce moment-là, j'ai dû me casser la cheville, pardon. Et donc c'est ça qui a pris 5 mois d'hôpital, parce que sur un AVC, on ne peut pas opérer. Alors donc on a remis ma cheville tant bien que mal, plutôt bien que mal. Maintenant je marche comme avant, tout va bien, tout va très bien. Oui, je vois. Et alors, c'est vrai que donc vous dites que c'est pirate, mais tout au long de votre livre, vous racontez en fait votre proximité des chiens. Vous en avez eu plusieurs. Vous racontez comment est-ce que certains vous les avez adoptés, etc. Les chiens sont un élément très très important de votre vie. J'ai toujours eu des chiens. Depuis mon premier jour sur cette terre, mes parents à Pont-Nieppe, pour mon premier chien, c'était un berger allemand. Je sentais, j'étais une enfant dans le berceau et j'ai toujours le souvenir de quelque chose de très doux.
il y avait quelque chose de très doux sur mon bras. Et c'était un petit berger allemand. C'était une petite boule. Je l'ai gardé. Il s'appelait Furax. Et depuis Furax, j'ai toujours eu des chiens, toujours. Oui, vous racontez même dans votre livre qu'il y en a un que vous avez sauvé de l'euthanasie. Incroyable, oui. J'étais allée à la SPA. Alors, je suis devant une cage où c'était je ne sais plus quelle race c'était le chien, un petit chien beige. Et j'étais devant sa cage, elle était accrochée au barreau de sa cage, et quand je suis partie, c'était tellement triste de la façon. Je dis à Loulou, on va la chercher, on va la chercher. Loulou me dit, on a déjà tellement de chiens. Bon. Alors, je demande à Michel Klein, le vétérinaire, on va retourner voir le petit chien. Il était plus dans sa cage. Ah, je suis contente, je dis, quelqu'un l'a pris. Et là, il y avait un gosse qui regardait les chiens et qui me dit, non, ils l'ont pas pris. Il est dans le quartier des condamnés à mort. Il sera tué demain. Alors, j'ai appelé Michel Klein, je lui ai dit, tu peux m'ouvrir? Et donc, du coup, j'ai sauvé 4 chiens ce jour-là. Comme les gens qui étaient avec moi ont pris d'autres chiens. Moi, j'ai pris la petite chienne, je l'ai appelée Dixie. C'était une merveille, une merveille. Et alors, actuellement, j'ai une histoire avec Dixie. Elle venait de la SPA, donc. C'était surtout la chienne de ma mère. Ma mère adorait Dixie. Et d'ailleurs, toutes les deux, elles se comprenaient. C'est incroyable. Et j'emmenais ma chienne au Casino de Paris tous les jours. Elle reconnaissait les chansons. Elle avait quand elle me voyait mettre le costume juste avant la fin de la première partie, un costume d'homme rayé, elle ne pouvait pas le voir. Mon Dieu, qu'elle la voyait après ce costume. Elle le détestait. Par contre, quand elle attendait la musique du final, elle allait chercher sa laisse. Ah oui. C'était mignon. Un jour, je reviens dans ma loge et je ne trouve plus Dixie. Je dis à mon habilleuse, tu as laissé la porte ouverte, elle est partie. On appelle Dixie, Dixie, Dixie. C'était juste à l'entracte, pendant l'entracte. Et je dois remonter sur scène. On m'appelle, il n'y a pas de Dixie. D'un seul coup, je vois la petite truffe noire complètement dessous un fauteuil. Je me demande comment elle a pu entrer dessous ce fauteuil. J'oublie de dire que la télévision était ouverte et qu'il y avait un reportage sur la SPA. Elle entendait le bruit de la SPA, elle repensait à elle, elle voulait pas y retourner. Ouais. Elle était partie se cacher. Oui, c'est formidable. Alors, dans votre livre, vous parlez beaucoup de votre parcours de comédienne, que ce soit au théâtre, à la télévision et au cinéma. Mais vous dites, par exemple, qu'en 79, quand vous avez arrêté le Casino de Paris, c'est à ce moment-là que vous avez dit « je veux être comédienne ». Mais Loulou n'était pas très d'accord avec ça et c'était pas évident quand même. Non, parce que Loulou ne comprenait pas que j'arrête ma carrière de chanteuse pour devenir comédienne. Mais moi, j'avais 50 ans. Et je savais que à partir de 50 ans, on ne doit plus chanter. Donc, j'aurais loupé ma carrière si j'avais continué, je pense. Et donc, j'ai décidé que je voulais devenir comédienne. Je savais que je pouvais le faire. Je le sentais profondément. Donc, j'ai choisi ce parcours-là et j'ai bien fait. Ben oui, parce qu'on voit aujourd'hui, 40 ans après, le nombre de films, de pièces de théâtre et de téléfilms que vous avez joués, vous êtes vraiment devenue une comédienne. Et vous dites d'ailleurs que je crois que c'est un article 10 ans après qui vous a présenté comme comédienne. Et là, vous vous êtes dit, j'ai réussi, quoi. Oui, écoutez, j'avais dit à Loulou, il faut que j'arrête maintenant la chanson parce que ça va prendre du temps.
pour me faire aussi bien sur le public que sur mes pairs, les artistes. Et il faut arrêter maintenant. Donc, arrêter, c'est plus chanter du tout. Les propositions chanteuses me venaient de partout, le Japon, où j'avais l'habitude d'aller. Non, faut pas que je chante, faut plus que je chante, pour le faire oublier. Et donc, c'est comme ça que lorsque j'ai reçu la première lettre d'auditeur où sur l'enveloppe il était écrit Line Renaud, comédienne, j'ai embrassé l'enveloppe. J'ai dit, ça y est, Loulou, ça y est, ça y est. Voilà. Alors, la première pièce de théâtre que vous avez jouée, c'était un énorme succès, c'est Folle Amanda. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette aventure? Très naturellement, j'étais allée chez un ami du Loulou qui était un impresario dont le bureau avait plusieurs départements. Les attractions, la comédie, il s'appelait Bernard Rita. Donc, on est allé voir les bureaux de Bernard Rita et nous passons par tous les départements qu'il contrôlait. Et on arrive au département théâtre. Et alors, je dis au monsieur qui tenait le département théâtre, la prochaine fois que je remonterai sur scène, ça sera dans votre département. Alors, on me dit, vous voulez être comédienne? J'ai dit oui, je veux changer de discipline. Et tout, on est parti. La fin d'après-midi, je reçois un coup de téléphone de Georges Herbert, qui était un producteur de pièces de théâtre. Et Georges Herbert me dit, c'est vrai que vous voulez faire du théâtre? Je dis oui. Alors il me dit, mais j'ai une pièce pour vous. Folle Amanda. Je ne connaissais pas. Je savais que Jacqueline Maillan avait joué ça. J'admire Jacqueline Maillan. Donc, je ne veux pas regarder la pièce parce que j'aurais vu comment Jacqueline la jouait. Je veux la lire, je lis Folle Amanda, je dis, et c'est moi ça. Et c'est comme ça que je suis partie en tournée avec Folle Amanda. Et de la tournée, je suis partie à Paris, au Théâtre des Nouveautés, où j'ai débuté à Paris en comédienne. Il y a combien d'années? Il y a longtemps. Et vous l'avez même adapté aux États-Unis, en anglais? Oui, la presse, c'était parce que je sentais que cette pièce, connaissant bien les Américains, pouvait plaire aux Américains. Et donc, je suis mise dans la tête de trouver un producteur en Amérique. Je suis retournée aux États-Unis avec et le hasard encore m'a fait rencontrer par hasard un Canadien français qui habite Los Angeles. Il m'a été donné de rencontrer ce monsieur et il me dit, c'est drôle parce que j'ai été présentée par téléphone, par quelqu'un d'autre. Il y a une Française, l'Américain avec qui j'étais, qui voudrait faire du théâtre. Je voudrais vous parler d'elle. Je voudrais vous la passer. Alors, donc, il me passe, et moi, je parle en anglais. Hello, how are you? Il me répond, c'est Line Renaud. Je sais pas. J'ai dit, vous êtes parlé, mais vous parlez français? Il me dit, je suis canadien. Il connaissait tout de ma carrière et cet homme, d'un seul coup, c'était un grand auteur américain, un français, mais d'origine canadienne, et c'est lui qui a adapté Folle Amanda, et en Amérique, c'est devenu The Incomparable Loulou. Et alors la scène, vous l'avez tout de suite adoptée, puisqu'à un moment donné, dans votre livre, vous dites, à la scène, j'étais comme chez moi, la scène, c'est mon domaine. Donc pour vous, le théâtre, c'était quelque chose de presque naturel, finalement. Ah, pour moi, c'était, c'était, j'avais ça en moi, j'avais ça en moi, je le sentais vraiment très fort. C'est pour ça que je voulais l'avoir, parce que
c'était chez moi, ça. Voilà. Alors, le passage au cinéma était peut-être plus difficile parce que comme on vous cataloguait dans un rôle de chanteuse, de cabaret, le fait de vous prendre dans un film n'était peut-être pas évident pour les metteurs en scène. non, parce que je vais vous dire quelque chose, c'est pas facile du tout. C'est pour ça que j'ai dit, ça va prendre 10 ans. C'est pour ça que je dois le faire maintenant. J'ai arrêté la revue à 50 ans et donc ça m'a pris tout ce temps-là pour devenir comme ça au théâtre et au cinéma. Et après, c'est bien parce que vous avez été nommé trois fois au César pour dans un second rôle, donc ça veut dire vraiment que vous étiez considérée comme une actrice. Oui, j'ai été au César pour J'ai pas sommeil de Claire Denis, Belle Maman avec Catherine Deneuve et Chaos. Et KO de. Ouais. Oui. Donc là, pour vous, c'était une forme de reconnaissance quand même. Ah oui, c'était du bonheur, mon Dieu. Je disais, et Loulou n'a pas connu tout ça, il était parti. Alors, il y a quelqu'un qui est lié aussi à vous au cinéma, c'est évidemment Danny Boone, puisqu'on vous a vu avant les ch'tis déjà dans la maison. Vous jouiez celle qui achète l'appartement son bel appartement parisien. Oui, là, ça fait ça pour Danny. C'était un passage, un petit, comment ils appellent ça, un caméo. Et donc, Danny m'avait demandé de faire ça, mais avec plaisir, où j'étais un petit rôle, quoi. Et après est venu les ch'tis. Alors ça, c'était quand même à peu près, je crois que dans le monde, en tout, ça fait 27 millions de téléspectateurs. C'est la plus grosse recette du cinéma français. Ça, c'est Danny Boone. Oui, puis il ne vous a plus quitté puisqu'il vous a fait jouer dans Ch'ti Famille et maintenant dans un film qui va sortir prochainement. La Ch'ti Famille. Et la Ch'ti Famille, après, ça a été le deuxième film. Et donc, c'était le Patois du Nord. Les deux, c'était le Patois du Nord. Mais là, maintenant, j'ai un troisième film avec Danny. Et c'est encore quelqu'un du Nord, Christian Carillon, qui est metteur en scène de ça. Et c'est Christian qui m'a contacté en me disant, j'ai un film pour vous, pour toi, il m'a dit, tu le lis. J'ai lu ce film, ça s'appelait La dernière course. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, si c'est le titre définitif. Un sujet magnifique, d'une extraordinaire. Bon, alors Carillon est en train de monter son film et il appelle Danny Boone. Il l'envoie à Danny Boone. Et il l'appelle et Danny a lu. Donc, il lui dit, je cherche un coproducteur. Voudrais-tu coproduire mon film? Et Danny dit, je veux le jouer, ton film. Je ne laisserai pas passer ça. Je ne laisserai pas passer un rôle comme ça. Alors, du coup, je me retrouve avec Danny. Ben, c'est beau. C'est un grand bonheur. Alors, on découvre dans votre livre aussi que vous avez failli jouer au théâtre avec Alain Delon pour un projet qui n'a pas abouti, en fait. Oui, et tant mieux. Parce que ça prouve que quand les choses n'arrivent pas, on a tendance à se faire du souci ou c'est dommage. En principe, il y a quelque chose d'autre de meilleur qui arrive derrière. Alors c'est le cas avec Delon. Delon devait jouer une pièce avec moi, Le bateau pour Lipaïa. Il était tellement excité de jouer cette pièce, enfin, il me téléphonait tous les jours. Et un jour, je reçois un coup de fil de l'agence France Presse. Alors, Alain Delon ne joue plus avec vous. Donc, c'est une première nouvelle. Et donc, Alain ne s'était pas entendu avec les producteurs de la pièce. Il avait décidé de ne pas la faire. Donc, j'étais déçue. Déçue, mais avec ma philosophie,
Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Alors, bon, ma philosophie me console. Et là, l'après-midi, en fin d'après-midi, Israël Horowitz m'appelle. Et Israël Horowitz, c'est un grand auteur, hein, extraordinaire. J'ai une pièce pour vous. Voulez-vous être my old lady? Voulez-vous être ma vieille dame? Dans le... J'ai dit oui, mais parce que Horowitz, il faut jouer Horowitz. Je lis, ça me plaît beaucoup, mais je vois quelques changements à faire quand même. Et donc, je discute avec Horowitz et on ne change pas les mots d'Horowitz. J'ai dit, alors si vous ne pouvez pas changer, je ne vais pas faire la pièce parce qu'il faut changer. Je ne peux pas dire ce passage de la pièce. Alors il me dit, bon, il me dit, je la propose à Daniel Darieux, je dis, vous avez une bonne idée, c'est une amie et elle est adorable. Il a changé le mot que je ne voulais pas dire. Voilà. Enfin, une phrase. Mais enfin, l'entente n'était pas quand même excellente avec lui, comme vous expliquez. D'ailleurs, il ne vous a pas choisi pour le film qu'il a adapté après. Ah, non. Jamais. Voilà. Tant mieux parce que c'est un big noir. Mais c'est vrai que dans votre livre, on apprend pas mal de choses, notamment l'envers du décor. Bon, ici, vous devez donner un exemple. Et puis, il y a une pièce aussi qui était produite par Pierre Lescure, je crois, et que vous vouliez comme metteur en scène Ladislas Chola, mais et alors vous racontez un peu toutes les démêlés qui sont produites pour dans ce cas-là. Je raconte que Ladislas Chola était pas très connu à Paris, il mettait en scène à Amiens, et donc Horowitz avait signalé Ladislas parce qu'il avait mis en scène une pièce d'Horowitz à Amiens. Je suis allé voir la pièce, j'ai adoré la mise en scène, vraiment formidable. J'ai demandé à Dominique Besnéard d'aller voir pour confirmer si j'avais raison ou pas. Dominique m'a emballé de la mise en scène de Chola. Et donc, c'est Chola qui a mis en scène Très chère Mathilde. C'était la première pièce que Chola mettait en scène à Paris. Oui, et après, il est devenu un metteur en scène. Après, il n'a plus arrêté après. Alors, vous consacrez aussi une large part à votre lutte contre le sida, vos engagements dans ce domaine, notamment les derniers chapitres sont entièrement consacrés à cette histoire, même si ça revient aussi dans le courant de votre livre. Et vous dites qu'en fait, parce qu'on vous demande parfois pourquoi est-ce que vous êtes engagé, et vous dites parce que vous étiez aux États-Unis, en fait, au moment où ça a démarré, et vous avez été aux premières loges pour constater, en fait, les dégâts humains que ça provoquait. Ouais. On a commencé par voir les dégâts là-bas aux États-Unis. Et puis, après, j'étais invitée à une soirée, un gala qui était organisé par Elisabeth Taylor, où elle allait récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Je suis allée à ce gala et j'ai vu tous les artistes américains qui répondaient présents, qui sont venus défendre la cause. Et donc, je me suis dit en France, il faudra faire ça, mais pas moi, parce que j'étais de passage en France que pour 2 mois, car j'allais aller jouer pendant longtemps. Donc, je suis revenue, j'ai été interviewée à la télé, et j'ai dit ce que je viens de vous dire. Il faudra que quelqu'un le fasse en France. Et je pense pas à moi. Tous les artistes m'appellent. Ah, t'as raison. Méline, c'est toi qui dois faire ça, c'est toi. Non, je peux pas, je pars en Amérique. Enfin, finalement, j'ai dit, je vais faire un gala, le premier gala. Et c'était Pierre Bernard aussi
qui m'avait donné l'émission, il avait changé Au nom de l'amour. Faire Au nom de l'amour, le thème était la solitude. J'ai expliqué à Pierre ce qu'était le sida. Pierre a changé la solitude pour en parler du sida. Donc, on a fait la première émission du sida. Et puis, voilà. 35 ans après, je suis... Ça n'a pas arrêté. Vous racontez notamment votre amitié avec Pierre Berger, le sida Action, etc. Là, c'est intéressant, même historiquement, parce que vous racontez dans les détails comment ça s'est passé, l'évolution des choses, etc. Oui, moi je raconte vraiment mes difficultés, les choses qui sont arrivées par hasard et qui ont... je crois que je raconte tout. Oui, et les critiques notamment qui vous sont faites au moment donné, on vous dit, vous défendez les homosexuels, etc. On vous critique aussi sur ce terrain-là. Oui, je parle aussi de ça. J'explique, je dis que beaucoup d'amis homosexuels et c'est pas une erreur de la nature. C'est parce que c'est la nature. C'est la nature qui a fait ça. Les gens disent c'est une erreur de la nature. Pas une erreur. L'homosexuel n'a jamais demandé à être homosexuel. Il est né, il y a 2 personnes. Et il n'est pas heureux avec ça. Alors, il y a 10 ans, vous avez ressorti un disque rue Washington. Oui. On est venu vous chercher ou comment ça s'est fait en fait? Ça s'est fait encore un coup de hasard. On me disait toujours il faut rechanter, il faut rechanter, il faut rechanter. Je ne voulais pas chanter. Maintenant, il y avait 30 ans que je ne chantais plus. Ben oui. Alors, bon, les auteurs m'ont apporté de belles chansons. Il y avait vraiment des chansons magnifiques. Chant fort. Grand corps malade. Oui, Grand corps malade, c'est magnifique la chanson qu'il m'a écrite. Magnifique. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste des auteurs. Et puis, les chansons étaient tellement belles que j'ai dit, je vais rechanter. Et ça, c'était vraiment mon dernier disque. Je ne rechanterai plus maintenant. Et vous avez fait une tournée même après. C'était un très beau disque. Il a été disque d'or quand même. Ça veut dire que vous étiez toujours attendue comme chanteuse. Oui. D'ailleurs, quand j'ai dit oui, j'ai réfléchi à Yves Montand. J'ai dit par exemple, Yves Montand, il a arrêté de chanter. Et puis 30 ans après, il a rechanté. Il a remonté un tour de chant. Donc maintenant, je peux le faire. Mais vous-même, vous avez fait des concerts avec ensuite. Vous vous êtes retrouvé facilement sur scène. Je veux dire, vous avez retrouvé les automatismes de la scène. Comme si j'avais jamais quitté. C'était si facile. Sur scène, c'est incroyable d'ailleurs, incroyable. C'était là comme, je sais pas, je bougeais, je sais pas, c'était tout naturel. Alors, dans votre livre, on croise évidemment toute une série de personnes que vous avez rencontrées. Par exemple, Joséphine Baker, vous avez été une des dernières à la voir sur scène à Bobino. Même à son dernier oui. moment, sa vie, j'ai vu mourir Joséphine. Voilà. Mais vous la connaissiez avant? Oui. Je l'ai connue, je la connaissais pas avant de faire le Casino de Paris, parce que c'est Joséphine qui a téléphoné à M. Barnard, qui est le directeur du Casino de Paris. Elle avait appris à Copenhague, elle était à Copenhague, que j'allais faire le Casino de Paris. Elle a appelé le Casino de Paris, elle a demandé à me parler. Et donc, je suis allée lui parler, elle me dit, tu dois avoir le trac. Je suis de passage à Paris, 8 jours, je vais venir t'apprendre des petits trucs
pour descendre l'escalier. Alors donc Joséphine est venue. Et elle m'a fait travailler pendant une semaine, des petits trucs. Oui, alors après, donc, on est devenus très liés, très, très liés. Et jusqu'à sa mort. Alors, un autre personnage qui intervient dans votre livre, c'est Johnny Hallyday, évidemment, dont vous étiez la marraine. Et on voit parfois à la télévision un court film qui date de cette époque-là où il ne répond pas. Vous l'avez même appelé Monsieur Oui Non, je crois, parce qu'il répond à toutes les questions par oui ou non. Comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir sa marraine en fait? Il était timide, il avait 17 ans. Il répondait par oui, par non. Il avait dit peut-être. Donc, en tout cas, je ne m'étais pas trompée de l'accepter comme fille. Et comment est-ce que ça s'était passé? On vous l'avait proposé ou c'est vous qui l'aviez vu? Comment est-ce que... On l'a proposé. Aimée Mortimer, qui était la productrice de l'émission, avait fait un pré-choix. Et dans ce pré-choix, j'ai vu, elle m'a montré, j'étais dans le studio, moi j'étais dans la cabine de son, elle m'a montré les chanteurs et chanteuses qui restaient dans la liste. Et donc, j'ai dit, celui-là, c'est celui-là. Je ne me suis pas trompée. Non, et vous dites aussi que vous aviez reçu des lettres en disant comment est-ce que vous pouvez défendre quelqu'un qui chante des chansons comme ça, etc. Je me suis fait engueuler. Oh là là, le courrier que je recevais qui était contre. Oui. Heureusement, c'était compensé par le courrier que je recevais qui était pour. Loulou a dit, oh ça, lui, il va arriver parce qu'il laisse pas indifférent. Mm-hmm. Non, c'était... Et vous dites que toute sa vie, il vous a appelé marraine? Tout le temps. Ma marraine. Mm-hmm. Alors, un mot aussi peut-être sur la fondation Lynn Renault, Louis Gastier, le Loup Gastier. Vous pouvez dire un peu en quoi ça consiste? Eh bien, vous savez, moi, je suis fascinée par les chercheurs. Et c'est une grande admiration. Ce sont des gens formidables, formidables. Et pour moi, le chercheur, la différence, vous voyez, nous sommes des passeurs d'émotions. Le chercheur est un passeur de vie. Et donc, je les admire beaucoup. Si bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont modestes. Et j'ai décidé que je ferai un fonds de dotation Lynn Renault Loup Gastier, car on a toujours fait tout à deux avec nous. Donc, bien que nous ne soit plus là, j'ai appelé le fonds Lynn Renault Loup Gastier et que, eh bien, mon testament ira à la science. Mmh, mmh. Et vous faites des actions, des opérations autour de cette fondation? C'est-à-dire que maintenant, je l'ai mise en route pendant que j'étais à l'hôpital et je voulais la mettre en route de mon vivant. Et donc, on a encore un coup, on avait été à cause du Covid. J'ai eu un premier chercheur qui a reçu le prix il y a 2 ans. Et ça, il y a 2 ans. Et donc après, il y a le prix pour 2020. J'ai pas pu le remettre au bout du Covid. Donc, on va remettre le prix 2020, ça sera chaque année. Là, j'ai remis à Guillaume Cadet, un jeune chercheur qui a trouvé comment soigner une maladie orpheline, la maladie de Claude. C'est-à-dire que ce sont des excroissances que les enfants ont sur le corps, quelque part, ou trop de coups, ou trop de... Ils ne peuvent pas marcher, rien. Et il a trouvé un cachet par jour et c'est guéri. Alors on a vu la petite fille qui était
et qui après finalement est guérie grâce à ce chercheur et elle prend des cours de danse. De voir ça, c'était beau de voir cette famille dont la vie était fichue, quoi. Et là, donc, il a trouvé ça et il a été récompensé il y a 2 ans par le prix de l'université. Il a reçu donc 50 000 €. Et puis, j'ai donné aussi à Citation 20 millions d'euros. Et puis, aux chiens, aux gens qui dressent des chiens pour devenir des chiens d'assistance. Alors, une des dernières phrases de votre livre, c'est « Mon optimisme est intact ». C'est un peu ce qui a guidé toute votre carrière. Heureusement qu'on est optimiste, parce que là, on se suicide, surtout en ce moment. Si on n'est pas optimiste, moi je pense que la France en a vu d'autres. On est sorti de la guerre, on en a vu d'autres pendant la guerre, et je pense que là nous passons très mauvais moment. Surtout les personnes âgées, même les jeunes sont atteints avec la Covid, et que tous les chercheurs du monde sont sur le Covid, et donc ils vont trouver. Là, j'étais tout à l'heure avec Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine. Françoise est assez optimiste aussi. Ça va durer encore un moment, le vaccin, puis le moment de temps que les gens l'acceptent, donc ça va prendre un peu de temps, mais il y aura un vaccin. Et quand on est artiste, il n'est pas difficile de toujours garder cet optimisme parce qu'on sait qu'il y a des hauts, des bas, il y a l'angoisse de savoir si on va encore jouer, si on va trouver un rôle, si on va venir nous chercher. Cet optimisme permet quand même de tenir le coup. Mais il faut être optimiste. Il faut, ça se rend. La vie est faite de problèmes. C'est un problème, on appelle un autre. Et quand on a arrangé ce problème-là, on vient un autre. Et vous-même, vous avez encore des projets? Vous parlez du film de Christian Carion. Il y a d'autres choses en vue? Oui, le film de Carion et puis la télévision, un film sur le squat. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais vous avez beaucoup tourné pour la télévision. Le squat et puis après le film de Carion. Donc, vous avez encore de nombreux projets. J'ai besoin, si j'en ai pas, j'en crée. Oui, parce que vous dites que au début du livre, je crois, vous dites que vous devez vraiment avoir des choses devant vous pour pouvoir avancer. Oui. Et puis, des motivations. Je ne pourrais pas rester sur un fauteuil et attendre que la nuit vienne pour aller me coucher. Non. Je ne pourrais pas ça. Il faudra bien que ça s'arrête. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos livres, pour vos souvenirs. Et comme vous disiez au début, c'est plein d'anecdotes, de choses très, très drôles et inattendues. Et donc, on aura encore le plaisir de vous revoir à la télévision et au cinéma. J'ai des trucs, vraiment, les gens vont rire. Oui. Puis des trucs plus sérieux. C'est très bien. Un mélange de tout. Et vous savez, aujourd'hui, je vous reçois, je ne sais pas coiffée. Je ne suis pas en ligne Renault, oh là là, comme chez Ruquier. Je suis comme chez moi. Oui, et comme vous gens du Nord que j'adore. Ah, j'en parle du Nord. Ben, mon Dieu, j'en parle du Nord. Partout où je suis allée, toujours. D'ailleurs, il y a des gens qui m'envoient des photos. Il y a des gens qui vont à Vegas. Ils passent sous le nom, la rue Line Renault. Oui, la rue Line Renault, oui. Oui, ils font les photos sous la rue Line Renault et ils me l'envoient. Et moi, je suis heureux. Ils m'écrivent. Voilà. Oui, vous parlez d'ailleurs dans votre livre de l'inauguration de cette rue. Oui. Ça a dû être un moment émouvant quand même. Très, très émouvant. Surtout que c'est venu 50 ans après
ma présence là-bas, ça veut dire beaucoup, parce que ça veut dire que j'ai marqué. Parce que sinon, il n'y a aucune raison que 50 ans après, les autorités, le gouverneur, qui est un nouveau gouverneur d'ailleurs, la mère, je la connaissais, la mère. Elle était déjà de mon temps. Elle n'était pas mère, mais elle était déjà avec elle. Qui vivra verra. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et merci pour votre bonne humeur, votre optimisme et vos souvenirs riches. Vous embrassez pour moi les gens du Nord. D'accord. Allez, Merci. au revoir, Michel. Au revoir.